Bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui avec Stanislav Krapivnik, un ancien officier de l'armée américaine né dans le Donbass, qui est retourné en Russie il y a 15 ans. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Pas de problème, merci. Bonne année à tous et joyeux Noël à ceux qui le fêtent avec nous. Oui, une nouvelle semaine arrive. Oui, bonne année. Eh bien, il semble que nous commencions cette nouvelle année avec une nouvelle escalade. Cette attaque contre la résidence de Poutine, je l'ai trouvée assez intéressante, car au cours des 4 dernières années, il y a eu un changement constant dans la manière dont nous définissons les règles de cette guerre. Par exemple, jusqu'où l'implication de l'OTAN peut-elle aller tout en étant encore considérée comme aider l'Ukraine? Et à partir de quand cela devient-il une guerre directe? Cela aussi a évolué. Nous voyons également des changements dans ce qui est considéré comme des cibles acceptables. Nous avons entendu depuis un certain temps des Européens et des Américains affirmer que la guerre devrait être portée sur le territoire russe, par exemple en frappant des raffineries ou la région de Koursk. Bien sûr, elle ne devrait pas être menée sur le territoire européen. Mais, point important, la direction politique semble avoir été largement épargnée par cette guerre. Il me semble que la Russie a eu à plusieurs reprises la possibilité d'éliminer Zelensky ou d'autres membres du gouvernement ukrainien, mais a choisi de ne pas en faire des cibles considérées comme acceptables. Je me demandais donc comment, selon vous, cela pourrait changer la nature de la guerre pour la Russie, ainsi que la voie diplomatique. Eh bien, commençons par l'idée que le leadership politique devrait rester en dehors de la guerre. Jusqu'à présent, cela n'a été qu'à sens unique. Commençons simplement par là. C'est clair et net, et cela vient du côté russe. Cette position est de plus en plus critiquée, et maintenant les critiques fusent de toutes parts. On en parle sur les stations de radio, les gens réclament des frappes, ils veulent que Zelensky soit détruit, que les personnes autour de lui soient anéanties. J'ai entendu cela dans un commentaire ce matin, j'étais en voiture, je l'écoutais sur la FM. Les gens pensent, ou du moins l'Occident essaye de faire croire que Vladimir Poutine est un dictateur et que tout le monde se plie à la même ligne. C'est loin d'être le cas. Ce qui est inquiétant, ou ce qui devrait inquiéter l'Occident, s'il est un peu plus intelligent qu'un escargot, c'est le fait que Vladimir Poutine retient une grande partie de la destruction qui pourrait facilement s'abattre sur l'Occident. N'importe qui d'autre, moi y compris. Tu sais, si j'étais à sa place, j'aurais déjà frappé bien plus fort et bien plus à l'ouest à ce stade, juste pour faire passer le message. Et si le message ne passe pas, eh bien traite-moi de va-t-en-guerre ou peu importe. Mais je pense que c'est là le problème. L'Occident, et Zelensky en tant que partie de cet Occident, en tant que figure la plus en vue, est devenu très à l'aise. Ils pensent qu'ils seront exempts de tout, quoi qu'ils fassent. Et ils continuent de faire monter les enchères au point qu'ils vont finir par être frappés, et frappés durement. Cela pourrait facilement dégénérer en conflit nucléaire, auquel cas l'Europe serait anéantie. Parce qu'en réalité, il ne faut pas grand-chose pour que l'Europe devienne un enfer radioactif. Elle est tout simplement trop compacte. Donc, si la Russie frappait uniquement les bases américaines qui abritent des armes nucléaires, les bombes lourdes, les bombes planantes, cela suffirait à lui seul à recouvrir la majeure partie de l'Europe de retombées nucléaires. C'est simplement un fait géographique. Vous savez, l'Amérique et la Russie ont d'immenses espaces ouverts, de grandes distances entre les villes. L'Europe, elle, est extrêmement compacte sur le plan démographique. Ainsi, toute frappe en Allemagne enverrait des retombées jusqu'en Écosse et en Irlande. C'est garanti. Je veux dire, on l'a vu avec Tchernobyl. Quand Tchernobyl a explosé, et d'ailleurs les Ukrainiens, autrement dit les Européens, enfin je ne devrais pas dire Européens, je déteste dire ça. Nous possédons un tiers de l'Europe.
Nous étions en Europe bien avant, en tant qu'haplogroupe R1A. Nous étions là bien avant les R1B, et les R1B, ce sont les Allemands. Donc, nous possédons un tiers de l'Europe. Nous sommes ici depuis plus longtemps que les Allemands, les Scandinaves et bien d'autres nationalités. Peut-être que les Celtes sont là depuis plus longtemps que nous. Donc je ne vais pas dire Europe, c'est tout simplement très incorrect. L'Union européenne et l'OTAN. Comme nous l'avons vu lorsque Tchernobyl a explosé, les retombées ont atteint l'Écosse, et pendant 10 ans, on a dit aux Écossais de ne pas faire paître leur bétail, ou leurs moutons, dans ce cas, dans les Highlands, parce que les retombées radioactives s'accumulaient dans la mousse et d'autres matières organiques. Et cela provenait simplement d'une centrale nucléaire qui, soit dit en passant, n'a jamais atteint le point critique. Cela n'est jamais devenu critique parce que 3 hommes ont sacrifié leur vie. Ils sont passés sous la centrale nucléaire et ont vidé manuellement les réserves d'eau. Si le cœur avait complètement fondu, il y aurait eu une énorme explosion de vapeur qui aurait pu recouvrir une grande partie de l'Europe centrale et orientale et probablement atteindre encore plus loin en Europe occidentale. Et maintenant, l'Occident essaie de refaire cela délibérément, avec des attaques contre la centrale de Zaporizhia et des attaques précédentes contre la centrale de Kour. Ainsi, l'Occident semble être en substance la direction de l'Union européenne, à quelques exceptions près. L'ancien empire austro-hongrois semble être le seul à conserver un peu de bon sens dans l'Union européenne, l'Uthanie moderne. Les autres ne semblent pas comprendre où tout cela mène. Ils ont tenté à plusieurs reprises d'attaquer directement Vladimir Vladimirovitch. Si l'on se souvient, en 2022 ou 2023, un drone a survolé et frappé le Kremlin. Après cela, les systèmes antiaériens ont été considérablement renforcés tout autour de Moscou et à l'intérieur avec des systèmes Panzer, tandis que les grands systèmes de roquettes sont maintenus à l'extérieur. Il y a eu plusieurs assassinats, de véritables assassinats, entraînant des victimes civiles en dehors des cibles visées, et même parmi les civils eux-mêmes, tant qu'à faire. La fille de Dugin, des poètes et d'autres personnes ont été assassinés. Des journalistes ont été tués par le régime occidental en Ukraine. Je veux dire, le nombre de journalistes qui ont été tués est incalculable. En fait, les journalistes ne portent plus de badge de presse. Ils ne portent pas de badge de presse et ils ne portent plus le bleu foncé que les journalistes portaient autrefois, parce que cela fait d'eux la cible numéro 1 du régime occidental à Kiev. Donc ce n'est pas la première fois. La question est de savoir combien de temps Moscou continuera à ne pas riposter pleinement. Parce que les voix critiques à l'intérieur de la Russie sont très fortes. Et ce que l'Occident ne semble pas comprendre, c'est, croyez-moi, que s'ils se débarrassent un jour de Vladimir Vladimirovitch, ils vont regretter chaque seconde qui suivra, et il n'y en aura probablement pas beaucoup. Parce que les personnes qui prendront le pouvoir ensuite vont les rendre inexistants. Il y a des gens d'extrême droite, très radicaux, qui attendent dans l'ombre et qui viendront après, et ce sera une vengeance. Et ce ne sera pas une vengeance contre l'Ukraine, ce sera une vengeance contre le reste des pays de l'UMM et de l'OTAN impliqués dans cette affaire. Donc vous savez que cela soit arrivé, je n'en suis pas le moins du monde surpris. La question maintenant, c'est ce qui va se passer ensuite. Quelle sera la prochaine étape pour Moscou? Je défends cet argument depuis une dizaine d'années. En réalité, l'idée que considérer Poutine comme un tyran est une chose très dangereuse à se répéter, car cela suppose que l'alternative à Poutine serait une sorte de, quelque chose de mieux.
Mais encore une fois, il faut noter que la critique de Poutine à l'intérieur de la Russie a souvent été, même du point de vue de Dugin, qu'il est trop libéral. Et du côté du grand public, qu'il a été un peu trop modéré, trop pro-occidental, dans une large mesure. J'ai exposé cet argument en 2016 dans un rapport d'un groupe de réflexion australien où j'écrivais que Poutine est la dernière alternative pro-occidentale. Il est vrai cependant qu'il souhaitait un accord pour une Europe élargie. Mais bien sûr, ce qui viendra après Poutine ne plairait probablement pas beaucoup aux Européens ni aux Américains. Mais selon vous, comment cela pourrait-il influencer les exigences de la Russie dans les négociations? Parce que c'est un point que Sergueï Lavrov a souligné. Non seulement la Russie riposterait lourdement à cela, mais les Russes s'inquiètent de se retrouver toujours face à ce dilemme lorsqu'il y a une escalade. Soit ils ripostent et risquent une guerre directe, soit ils ne ripostent pas et encouragent l'adversaire à aller plus loin. Il n'y a donc pas de bonne solution. Mais oui, Lavrov a dit qu'il y aurait des représailles. J'interprète cela comme visant des cibles ukrainiennes, mais aussi comme un facteur qui influencerait les exigences de la Russie dans les négociations. Comment voyez-vous cela? Et s'agissait-il d'une agence de renseignement ukrainienne, européenne ou américaine sabotant les négociations de paix? Oh, je suis sûr que le MI6 a joué un rôle dans cette affaire. Peut-être la CIA aussi. Beaucoup de gens pensent que la CIA est une sorte d'organisation de contrôle, mais je dirais que c'est plutôt un fief fragmenté. La CIA est essentiellement devenue incontrôlable dès le premier jour, peut-être le deuxième. Kennedy, en fait, voulait remettre la CIA au pas, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il a été tué. D'autres présidents et organismes gouvernementaux ont essayé d'imposer une forme de contrôle à la CIA, mais personne n'y est parvenu. La CIA fait ce qu'elle veut. Et il y a une grande question sur la mesure dans laquelle le siège central contrôle réellement ces différentes branches, les antennes de la CIA dans divers pays européens, et ainsi de suite. C'est donc une très grande question que de savoir quel est réellement le rôle de la CIA. Je pense que le MI6 est beaucoup plus contrôlé, mais aussi beaucoup plus, psychotique. Il est prêt à jouer le jeu jusqu'à l'extermination de l'Angleterre. Ces gens, à mon avis, ont un peu perdu le fil. Soit ils ne comprennent pas où cela peut mener, soit ils pensent que rien ne leur arrivera jamais, ni à eux, ni au pays d'origine, en l'occurrence. Ce qui est assez incroyable quand on y pense. Mais l'arrogance et l'ignorance vont souvent de pair, malheureusement. Et beaucoup de ces gens vivent dans une chambre d'écho. Ils n'entendent en retour que ce qu'ils pensent déjà, parce qu'ils pensent tous la même chose. C'est la pensée de groupe qui conduit à cette arrogance. On le voit constamment au sein de l'Union européenne. Et en ce qui concerne Lejevitch, oui, il est libéral comparé à... Enfin, il est devenu plus conservateur, mais il reste libéral par rapport à la moyenne de la société russe. Il a toujours été très pro-européen. Encore une fois, il a été contraint de s'en éloigner, mais il essaye sans cesse de se réintégrer à l'Europe. Si l'on regarde les choses de manière réaliste sur la dernière décennie, enfin sur les 140 ou 150 dernières années, la première proposition de Société des Nations est en fait venue de Nicolas II, le même tsar qui a tenté d'empêcher tout le monde de déclencher la Première Guerre mondiale. Tout le monde voulait la guerre glorieuse. Staline voulait rejoindre l'OTAN, qui était en train de se former en 1949, sans vraiment comprendre qu'il en était la cible. Eltsine voulait rejoindre l'OTAN, Poutine voulait rejoindre l'OTAN. Ainsi, depuis 140 ans, il y a eu des ouvertures du côté russe vers l'Occident. Elles ont toutes été non seulement repoussées, mais violemment, voire militairement, repoussées à de nombreuses reprises. Je pense donc que celui qui viendra après Poutine fera paraître ce dernier comme un véritable pacifiste. Et l'Europe ne semble pas, enfin,
Encore une fois, l'Europe, l'Union européenne et les pays de l'OTAN ne semblent pas le comprendre. Je pense toutefois que plusieurs pays européens et membres de l'OTAN le comprennent. Je pense que la folie est la plus forte entre la Pologne et le Royaume-Uni, à travers l'Europe du Nord, les pays scandinaves. Et les pré-baltiques. Mais les pré-baltiques, voyez-vous, il faut considérer ceci. Premièrement, ils n'ont rien à vendre et aucun moyen de gagner de l'argent, sauf en se vendant eux-mêmes comme un plâtre d'armes pour déclencher une nouvelle guerre. Voilà un point. Et deuxièmement, toute leur élite possède un second passeport. Ils ne vont pas rester sur place pour mourir. Ils seront en Angleterre, aux États-Unis, partout, sauf dans les pré-baltiques. Les paysans, eux, pourront aller se battre ou se faire écraser par l'armée russe une fois que cette grande guerre aura commencé. Nous allons aller là où vont les vrais gens, là où vont les gens vraiment blancs, comme on dit, tu sais, par opposition à vous, les locaux. Ça se traduit mieux en russe. Mais l'escalade doit arriver. Je pense qu'on en est arrivé au point où le Kremlin comprend clairement que laisser passer quoi que ce soit ne fera qu'empirer la situation. Et ils ont laissé les choses filer pendant 4 ans. Il aurait dû y avoir des représailles beaucoup plus fortes, peut-être contre les bases de l'OTAN à la frontière du territoire ukrainien, en Pologne et en Roumanie, d'où proviennent bon nombre de ces attaques. Regarde, nous avons même eu des attaques de drones directement depuis l'Estonie. Ces drones qui ont frappé Pskov ne venaient pas d'Ukraine. En fait, il y a environ 3 mois, ils ont eu un crash de drone, un grand drone de type avion, en plein milieu de l'Estonie. Tartu, je crois, était le nom de la province. Et les Estoniens ont aussitôt crié « Russe !» Ils ont essayé d'étouffer l'affaire et de la passer sous silence. Mais les habitants du coin ont pris des photos, et bien sûr, les photos se sont retrouvées immédiatement sur Internet. Regardez ce que les photos provoquent de nos jours. Et oui, c'était des drones de type ukrainien, des drones de style avion. Donc, soit ils traversent les pays baltes, ce qui fait de l'Estonie une partie prenante de la guerre, soit ils sont lancés depuis l'Estonie. Que ce soit des Estoniens ou des Ukrainiens, peu importe. L'Estonie fait partie de la guerre. Elle agit de manière agressive envers la Russie. Et on pourrait probablement dire la même chose de la Lettonie, tant qu'on y est. Peut-être la Lituanie. Donc, voilà. C'est déjà en cours, simplement ignoré. Cela a été ignoré ou délibérément ignoré par le Kremlin afin de ne pas étendre la guerre. Pourtant, je pense qu'on en arrive à un point où, tôt ou tard, il n'y aura plus d'autre choix que de l'élargir. Parce que l'Occident, en particulier, eh bien, dans ce cas, l'Occident, je ne dirais pas Poutine, je ne dirais pas Trump, et je ne dirais pas les Américains, même si je pense qu'une bonne partie de l'administration Trump et des services de renseignement y sont favorables. Mais les Européens de l'Ouest sont enthousiastes à l'idée de déclencher une grande guerre. Ils veulent simplement la commencer un peu plus tard. Mais je pense qu'ils vont s'y retrouver entraînés par leur propre stupidité, malheureusement. Et la seule façon d'arrêter cela, c'est que les peuples de ces pays éliminent le cancer qui se trouve dans leur capitale et placent quelqu'un de rationnel au pouvoir. Et le vote n'y changera rien, car à part les Tchèques, d'ailleurs, j'ai été très surpris que Babiš ait été élu, nous avons vu à quoi ressemblent les élections européennes moyennes. C'est de la triche, c'est de l'autocratie, c'est absolu. Nous ferons les règles au fur et à mesure, et vous n'aurez pas votre mot à dire. Malheureusement, et juste un mot sur l'autocratie pendant qu'on y est, vous savez, ils aiment tous crier que la Russie est un État autocratique. Une très bonne comparaison a été faite. Combien de personnes ont été arrêtées en Russie en 2025 pour des commentaires en ligne? 400 personnes, dans un pays de 150 millions d'habitants. 400 personnes. Et la question est de savoir combien d'entre elles ont réellement été jugées, sans même parler de savoir si quelqu'un a été emprisonné.
Par rapport au Royaume-Uni, qui compte moins de la moitié de la population russe, 14 000 personnes. Si nous ajustions ce chiffre à notre population, cela représenterait presque 30 000 personnes arrêtées, et la plupart ont été emprisonnées, condamnées à 2, 3 ou 4 ans de prison pour des commentaires du type « J'en ai marre des immigrés ». D'accord, que ce soit un commentaire aimable ou non, ces gens sont censés avoir la liberté d'expression. C'est ça la liberté d'expression. Ils ne crient pas à la révolution, ils ne crient pas à tuer les immigrés ou quoi que ce soit de ce genre. Ils disent simplement qu'ils en ont assez des immigrés ou que les politiciens sont des idiots. D'ailleurs, en Allemagne, Merz a ouvert 8000 dossiers contre des personnes qui le critiquaient en ligne parce que cela blessait ses sentiments. Alors, encore une fois, où est l'autocratie? Eh bien, un autre domaine où nous semblons nous diriger, non seulement vers une intensification des lignes de front, mais aussi vers une nouvelle escalade, voire un élargissement de la guerre, concerne les attaques contre diverses infrastructures énergétiques et maritimes. Nous constatons que le ciblage des infrastructures énergétiques se fait dans les deux sens. L'Ukraine et l'OTAN visent l'énergie russe, non seulement par le biais de sanctions, mais aussi par des attaques contre des raffineries et désormais même contre des navires civils. Et comme nous l'avons vu en Méditerranée, il est difficile d'imaginer que les Ukrainiens aient agi seuls. Cela semble très improbable. Mais bien sûr, les Russes s'en prennent aussi à l'énergie et aux ports ukrainiens pour réduire la capacité de l'Ukraine à opérer en mer Noire. Quelle te semble être aujourd'hui la stratégie du côté russe? J'ai entendu de nombreux avertissements de la part de la Russie selon lesquels, si ces actifs étaient attaqués en mer Noire, la réaction naturelle serait de couper l'Ukraine de la mer Noire. Comment interprètes-tu toutes ces attaques en cours, notamment dans la région d'Odessa? Ce n'est pas seulement l'infrastructure énergétique, on voit aussi des ports, des ponts. Ces 2 derniers mois ont été vraiment, oui, très marquants. Eh bien, commençons par le fait qu'il ne s'agit pas d'une attaque de l'Ukraine. Il y a peut-être un Ukrainien quelque part dans le groupe, mais c'est le Royaume-Uni, clairement, c'est le renseignement britannique. Ce sont des drones britanniques, même s'ils y collent une étiquette « fabriquée en Ukraine ». Ce qui est intéressant, c'est que certaines cibles ont été touchées et que les Turcs ont été ridiculisés car des navires ont été frappés à l'intérieur de leur zone économique exclusive. L'un des navires coulés transportait en réalité de l'huile de tournesol. On ne sait pas encore à quel point ce sera une catastrophe écologique, mais ce n'est pas du carburant, donc on verra. Peut-être que les poissons mangent l'huile de tournesol. Il y en a eu beaucoup qui a fui. Mais heureusement, les 2 pétroliers touchés étaient vides. Ils arrivaient pour se ravitailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils naviguaient pour commencer sous pavillon de pays tiers. Ils se dirigeaient vers Novorossiysk. Et les dégâts là-bas sont encore plus intéressants, car ce ne sont pas des installations russes qui ont été touchées, mais le consortium du pipeline de la mer Caspienne. Plus tôt cet été, leurs bureaux ont été frappés par des drones ukrainiens. Une autre de leurs installations portuaires a été visée, et cette fois, leur terminal de chargement a été touché et détruit. Il est impossible à réparer. Et qui possède le CPC? Eh bien, la Russie détient une petite part, mais il appartient avant tout au Kazakhstan, qui essaye de ménager la chèvre et le chou, être ami avec la Russie, tout en respectant les sanctions quelque part entre les deux. Ah, et en aidant à nourrir l'Ukraine. Eh bien, on récolte ce qu'on sème quand on aide à nourrir l'Ukraine. La Turquie a eu la même chose. Donc maintenant, ils ne peuvent plus exporter la majorité de leur pétrole, car c'est là que la plupart partaient. Ils perdent des milliards. Cela pourrait mener le gouvernement à la faillite.
car ce gouvernement vit littéralement du pétrole et du gaz. Qui d'autre en est propriétaire? Ah, les États-Unis en sont propriétaires. Ainsi, des actifs américains ont maintenant été détruits par le gouvernement britannique. Je ne sais pas à quel point cela va provoquer un conflit, mais je suis sûr que les Américains n'ont pas été ravis d'apprendre que les installations qu'ils ont contribué à financer ne sont plus opérationnelles et ne le seront pas de sitôt. Cela réduit les importations de pétrole américaines et les revenus américains. Fait intéressant, je suis certain que cela correspond probablement, au moins en partie, à la position de Trump, car Trump représente également le lobby pétrolier. On en entend certains et il en représente quelques-uns. Ils sont puissants aux États-Unis. Qu'est-ce qui a été touché d'autre? Un pétrolier chinois a été frappé en Méditerranée alors qu'il se rendait en Russie pour se ravitailler. Donc, à ce stade, on commence à voir que ce n'est plus seulement la Russie qui est entraînée dans cette guerre par les Européens, parce qu'admettons-le, ce sont les Européens de l'Ouest et du Centre qui font cela, pas les Ukrainiens. À moins que les Ukrainiens ne puissent circuler librement avec du matériel militarisé à travers quoi? La Grèce. On parle probablement de la Grèce comme source de ces drones. Comment trouve-t-on un pétrolier au milieu de la mer et comment fait-on venir un drone avant qu'il ne manque de carburant? Des satellites. On utilise des données satellitaires. Si ce n'est pas les États-Unis qui fournissent les données satellites, l'Union européenne dispose de plus d'un satellite au-dessus de la zone, y compris le Royaume-Uni, capable de transmettre des flux en direct montrant où se trouvent ces pétroliers. Encore une fois, c'est une chose s'ils sont dans un port, c'en est une toute autre s'ils sont en mer. La mer est immense. Les gens ne s'en rendent pas compte lorsqu'ils regardent une carte et voient une petite icône de pétrolier. Oui, mais cela représente des millions de kilomètres carrés d'eau. Essayez de trouver cela avec un drone, surtout un drone de surface, et de le localiser, sans même parler des drones aériens. Les drones aériens utilisés n'ont pas une très grande portée, donc ils ne vont pas rester à survoler la mer ouverte très longtemps à la recherche de ce pétrolier. Ils sont arrivés en force, essentiellement en formation d'essaim. Le gouvernement russe a déjà déclaré que tous les pétroliers se rendant en Russie devaient se réimmatriculer sous pavillon russe. Jusqu'à présent, ils ont visé des navires battant pavillon de pays tiers. Se réimmatriculer sous pavillon russe, c'est un acte de guerre contre la Russie. Allez-y, frappez-nous. Si ce sont les Britanniques, alors c'est une déclaration de guerre du Royaume-Uni. Si ce sont la Bulgarie ou la Roumanie qui le font, c'est une déclaration de guerre de la Bulgarie ou de la Roumanie en haute mer. Nous verrons bien comment cela se passera. Par ailleurs, surtout dans le nord, à travers la mer Baltique, la marine escorte déjà les navires russes une ou deux fois. Ils commenceront probablement à organiser des convois avec des escortes militaires prêtes à tirer sur tout navire de l'UEPMER ou de l'OTAN qui tenterait de les bloquer ou de les arraisonner. Donc, je veux dire, nous sommes en temps de guerre. Et maintenant, nous avançons de plus en plus dans les effets de la guerre. Croyez-moi, s'il y avait un convoi, il y aurait aussi des sous-marins quelque part dans les parages, juste pour ajouter de la puissance de feu. Donc si les puissances d'Europe occidentale veulent vraiment une guerre, si elles en ont vraiment envie, elles auront une guerre. J'espère que non. J'espère qu'il reste un peu de bon sens chez les élites consanguines qui siègent à la Commission européenne, ces élites non élues. Mais malheureusement, je pense que nous nous dirigeons vers une guerre plus vaste, ou du moins vers une confrontation plus large qui pourrait déclencher quelque chose qui s'arrêterait peut-être à une simple étincelle, ou qui pourrait continuer à brûler et se transformer en incendie incontrôlable. J'espère me tromper. Eh bien, je pense que cette évaluation pourrait être correcte, car vous avez probablement vu l'interview ou le discours que Poutine a donné en tenue militaire.
Il a essentiellement déclaré que notre intérêt pour cet accord concernant le retrait de l'Ukraine de Donetsk est désormais proche de zéro. En d'autres termes, l'ancien accord semble s'effacer à mesure qu'ils intensifient leurs actions. Et le général américain Michael Flynn a tweeté que les meilleurs plans de guerre laissent beaucoup d'options ouvertes, car il faut avoir plusieurs voies possibles jusqu'à la dernière minute. C'est à ce moment-là que toutes les autres alternatives sont écartées et qu'on se concentre sur une seule. Il semblait interpréter que c'est ce que Poutine fait actuellement, simplement en observant ses apparitions, la façon dont il s'habille et le contenu de ses discours. Selon les propos de Michael Flynn, l'ambiguïté a disparu et il semble que les politiques vont changer radicalement. Je suppose que ma principale inquiétude est que lorsque je regarde autour de l'Europe, la plupart des gens ne perçoivent pas vraiment la gravité de la direction que nous prenons. Je me souviens qu'au début de cette année, lorsqu'il y a eu des attaques contre la dissuasion nucléaire de la Russie, le consensus général dans les médias était « Eh bien, l'Ukraine a le droit de riposter. Elle a été attaquée par la Russie. » Pourquoi ne devrait-il pas riposter contre les avions qui les attaquent? Mais je ne pense pas qu'ils en comprennent la portée. Tout d'abord, attaquer la dissuasion nucléaire de la Russie dans une guerre par procuration. Et même le FSB a reconnu que les Britanniques étaient profondément impliqués dans cette attaque contre la dissuasion nucléaire russe. Je veux dire, cela aurait été presque impensable pendant la guerre froide, que quelqu'un aille aussi loin. Mais il ne parle que de manière normative, en disant « Oh, eh bien, qu'est-ce qui est juste? La Russie a fait cela à l'Ukraine. Ce n'est pas juste. L'Ukraine devrait pouvoir riposter. » Mais quand on regarde qui est derrière les attaques et ce qu'ils visent, on parle vraiment ici de choses qui relèvent de la Troisième Guerre mondiale. Et donc, nous montions les échelons de cette escalade, et les gens en parlent comme s'il s'agissait de leurs enfants. C'est assez effrayant. Je pense qu'une grande partie de cette attitude belliqueuse vient d'une énorme stupidité qui recouvre tout. Oui, je pense que dans une telle guerre, tout le monde perdrait, en réalité. Mais comment comprendre ce discours de Poutine? Penses-tu que les politiques vont maintenant se durcir? Bien sûr, cela dépend de ces négociations, mais je ne suis pas sûr qu'elles ne soient pas simplement là pour la forme. Cela ne semble pas très logique. Je dois dire, cependant, que selon la partie américaine, 90% de l'accord de paix était conclu, sauf pour les questions liées à l'OTAN et au territoire. Et c'est justement le cœur du problème, oui. Vous savez, Market Garden, ils ont parcouru 90% du chemin. Mais ce dernier pont, c'était le pont de trop. Vous voyez, comme dans le film, dans les livres, c'était le pont de trop. Donc oui, si 90% se font sur un terrain plat, les 10% restants, c'est l'Everest, et on ne peut tout simplement pas gravir l'Everest. C'est tout le sens de l'histoire. Peu importe si ce n'est qu'1%. Si l'on atteint un point où aucun camp ne bouge plus, tout se règle sur le champ de bataille. Le problème pour l'Occident, en particulier pour les États-Unis, c'est que le levier dans ces négociations s'évapore chaque jour, en kilomètres carrés et en pas mal de kilomètres carrés chaque jour, avec des milliers de soldats ukrainiens morts. Chaque jour, sans exception. Voyons un peu ce qui se passe actuellement sur le champ de bataille. Mediagrad, c'est terminé. Il ne reste plus que des opérations de nettoyage et quelques poches de résistance ici et là. L'opération de secours de Pokrovskaya n'a jamais vraiment démarré avant d'être anéantie, parce qu'elle arrivait à peine. Les vidéos qui en sortent montrent ces hommes complètement détruits, roulant sur les routes, essayant d'accélérer pour entrer. Quand la ville est tombée, cela a pris environ 2 semaines. C'est allé si vite, à la fin, que les Ukrainiens ont fui si précipitamment que lorsque les forces russes ont pris d'assaut les unités de commandement, les ordinateurs étaient encore allumés.
Ils n'étaient même pas protégés par mot de passe. Ils n'ont pas eu le temps de verrouiller l'écran, encore moins de détruire les ordinateurs. L'écran était encore allumé. Ils se sont simplement enfuis. Les vidéos montraient ces ordinateurs, tous les moniteurs encore allumés. Tu entres là-dedans, tu vois de quoi ils parlaient. Tu as un accès complet. Tu désactives le contrôle par mot de passe sur place et tu commences à fouiller dans leurs renseignements. En gros, le moral s'est effondré instantanément. Quand les unités de première ligne ont commencé à fuir, elles croisaient les unités du quartier général, et ces dernières se sont dit « Oh mince, maintenant c'est nous les unités de première ligne. Fuyons ». Quand la panique frappe à ce point, cela signifie un effondrement total de la discipline et du contrôle. Tu ne détruis pas ton matériel, tu ne brûles pas les documents, tu ne les évacues pas. Je veux dire, dans une unité de commandement, si tu possèdes du matériel top secret, cet ordinateur a bien plus de valeur que n'importe quel fusil détenu par les autres membres de l'unité. La mort d'un homme est une tragédie. La perte de cet ordinateur pourrait entraîner la mort de beaucoup de gens, sans parler des secrets qu'il contient et qui ne devraient jamais être divulgués au monde. Donc, le fait que tous ces ordinateurs soient encore en marche montre que le moral s'est complètement effondré. Alors qu'est-ce que Uliaipol? Au nord de Uliaipol, il y a une zone de fortification d'environ 50 km, peut-être même moins, qui a été contournée par le nord et par le sud. Ainsi, si les Ukrainiens restent dans ces fortifications, ils mourront. S'ils tentent de s'enfuir, la plupart mourront aussi. Certains vont passer parce que la zone est en train de se refermer. Mais le problème pour eux, c'est que courir maintenant signifie traverser un terrain presque entièrement découvert. Et c'est là que les difficultés commencent pour le camp ukrainien. La majeure partie de la région de Zaporijia est plate et dégagée. Ils ont totalement perdu leur flanc est, un effondrement complet. La forteresse principale est Uliaipol, qui, soit dit en passant, est la combinaison de deux mots, Uliai et Pol. Tout le monde continue de le prononcer de travers. Pour une raison quelconque, Uliaipol, qui se traduit par Tumbleweed en anglais, signifie littéralement la ville du Tumbleweed. De là jusqu'à la ville de Zaporijia, c'est une ligne droite de 60 km. Donc il y a encore des forces ukrainiennes dans le sud qui essayent de retenir les forces russes avançant vers le nord, tandis qu'au nord d'elle, une percée va se produire avec des unités russes progressant encore plus loin. Donc encore une fois, soit elles se replient, soit elles sont détruites. Elles sont encerclées et anéanties, frappées de trois côtés. Toute la ligne défensive va simplement s'effondrer. Zaporijia, je ne vais pas dire que c'est perdu. Enfin si, c'est perdu. Mais pour le front de Zaporijia, je ne vais pas dire combien de temps ça prendra. Cela dépend de la rapidité avec laquelle la Russie décidera d'avancer. Le temps là-bas est assez épouvantable. Ce n'est pas gelé. Nous venons tout juste d'avoir un véritable hiver à Moscou, et il est arrivé avec force. Il neige tous les jours. Mais là-bas, c'est gel, dégel, gel, dégel. De la boue, beaucoup de boue. Cela va donc quelque peu les avantager, car les équipements lourds resteront lents à se déplacer sur ce type de terrain. Mais le fait est que la Russie conserve sa domination. La Russie a la supériorité en matière de missiles. La Russie a, dans certains domaines, une forte supériorité en drones lourds. Elle ne domine pas dans les drones FPV, mais elle peut concentrer de nombreux moyens FPV dans une seule zone. Et la Russie a la supériorité en blindés. Dans ce cas, elle les dépasse grâce à une attaque sur 3 axes. Elle va simplement balayer leur front. Donc, si je devais deviner, ou mieux encore parier, je dirais qu'entre 2 et 3 mois, le front de Zaporijia se sera effondré et complètement détruit. La ville de Zaporijia sera probablement soit assiégée, soit encerclée, soit partiellement encerclée.
Il est très difficile de défendre les villes situées en amont du fleuve. C'est une zone ouverte et plate. Il n'y a qu'un seul grand pont qui traverse le Dniepr. On peut, bien sûr, descendre la rive orientale du Dniepr et continuer par voie terrestre, mais c'est une zone dégagée. Ainsi, tout ce qui arrive par le nord sera soumis à de lourdes pertes. Ensuite, nous regardons le Donbass lui-même, ou dans ce cas particulier, la République populaire de Donetsk. Et encore sur le front, nous avons environ une centaine de kilomètres de lignes de front qui sont pratiquement ouverts. Cela mène directement à Poltava et à l'oblast de Dnipropetrovsk. Les dernières grandes fortifications ont disparu. Les nouvelles lignes de défense qu'ils creusent désespérément se trouvent pour la plupart dans des champs ouverts et des villages non préparés, et ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire. Regardez Kupiansk. Ils y ont jeté tout ce qu'ils pouvaient. Et si vous remarquez, chaque offensive devient plus petite. À la fin de 2022, il y a eu les contre-offensives de Kharkiv et de Kherson. En 2023, il y a eu la contre-offensive de Zaporizhia, déjà bien plus réduite parce qu'ils avaient perdu beaucoup d'hommes et de matériel. Là, ils ont essentiellement perdu leur deuxième armée, des armées reconstruites, la deuxième reconstruction. Ensuite, il y a eu l'offensive de Koursk. Et si l'on regarde vraiment l'offensive de Koursk, pas les cartes publiées par l'Occident, mais une carte réelle, on verrait qu'ils ont capturé environ 10% de l'oblast. Ce n'est pas du tout le plus grand oblast russe, donc c'était en réalité une portion de terrain relativement petite, tout bien considéré, même si l'Occident était en pleine panique. Comme si demain, la ville de Koursk, qui se trouvait encore à environ 50 km d'eux, allait tomber, et le lendemain, ce serait Moscou. Mais en réalité, tout devient de plus en plus limité. Et maintenant, la grande contre-offensive se trouvait juste à l'ouest de Kupiansk. Et c'est terminé. Et cela a été détruit, et les forces russes avancent déjà au-delà de Kupiansk au sud. Donc, tout le front s'effondre. Une fois Krasnohorivka entièrement nettoyée, Sloviansk sera pratiquement encerclé par le nord. Et il y a déjà des combats à Kostiantynivka. Il reste donc quoi? 2 grandes villes qui ne sont pas encore du tout assiégées, et une qui l'est à environ un tiers. Alors qu'est-ce qu'il reste? Le Donbass, c'est fini. Après cela, ce ne sera qu'une question de savoir combien de territoires dans les régions de Soumy et de Tchernihiv. Tchernihiv n'a même pas encore été entamé. Mais à Soumy, à Kharkiv, à Dnipro, et tôt ou tard à Poltava, tout passera sous contrôle russe. Et Kharkiv, n'oublions pas, c'est à environ 30 km, et la Russie avance. Soumy, le front russe a recommencé à bouger. C'est à moins de 20 km de Soumy. Je veux dire, on ne parle pas de grandes distances pour encercler ces villes. Et avec les coupures de courant, la plupart des civils vont partir s'ils ne l'ont pas déjà fait. Ils ne peuvent pas survivre. Le froid arrive, un vrai froid d'hiver. Kharkiv est bien plus froide qu'Avdiivka, plus au sud. Il y a là une distance et une différence notable. Beaucoup de gens partent. C'est tout l'objectif dans ce cas, couper ces zones pour pousser les habitants à partir. Car ensuite, les combats dans la ville seront beaucoup plus faciles, sans que les Ukrainiens puissent utiliser les civils comme boucliers humains. Je pense que le fait que le poste de commandement ait été abandonné de cette manière à Uliaïpol était un signe de ce qui allait arriver. On voit toujours cela. Quand les guerres atteignent leur dernière phase, les pertes explosent, un peu comme en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et comme tu le dis, c'est toujours le même effet en cascade. S'il y a de la panique, il y a plus de désertion, moins de recrutement, plus de reddition, la rupture des lignes de communication, l'affaiblissement des lignes d'approvisionnement et le soutien international qui se retire parce que personne ne veut miser sur le cheval perdant.
Et c'est non, on peut à peu près voir où cela mène. C'est frustrant que cela ne semble pas changer grand-chose, du moins en Europe, dans la manière dont ils perçoivent ou devraient aborder ce conflit. Au moins commencer à parler aux Russes, décrocher le téléphone. Je veux dire, à un moment donné, les choses vont changer si vite d'un jour à l'autre. Nous aurions aimé avoir des gens sur le terrain qui parlent et tu sais qui soient au cœur d'au moins un processus. Au lieu de cela, tout devrait repartir de zéro. Et puis, une fois que nous repartons de zéro, c'est après avoir effectivement perdu, ce qui dépasse l'entendement. Mais cela m'a donné envie de te poser une question sur la position des États-Unis. Comment comprends-tu la position américaine dans ces négociations? Parce que Trump est bien sûr connu pour ses revirements, et tout cela semble un peu étrange, la position américaine, car maintenant, les États-Unis semblent être le principal négociateur essayant de mettre fin à cette guerre. Mais c'est les États-Unis qui ont repoussé les Européens en 2008 lorsqu'il s'agissait d'offrir une future adhésion à l'Ukraine. Ce sont les États-Unis qui ont pris l'initiative de renverser Yanukovych en 2014. Ce sont encore eux qui ont joué un rôle de premier plan dans le sabotage de l'accord de paix de Minsk, puis des pourparlers d'Istanbul. Et aujourd'hui, ce sont les généraux américains qui assurent l'essentiel de la planification militaire. L'Ukraine est remplie d'agents de la CIA. Ce sont les agences de renseignement américaines qui fournissent les cibles, principalement à l'aide d'armes américaines. C'est toujours une guerre par procuration dirigée par les États-Unis, peu importe que Trump essaye de la confier à Biden. Donc, et pourtant, Trump est ici le médiateur. Il pourrait réellement vouloir mettre fin à cette guerre parce qu'il la considère comme un désastre, ou bien simplement chercher à la déléguer aux Européens. Mais même pendant qu'il joue les médiateurs, les sanctions contre des pays comme l'Inde sont imposées dans le but de paralyser l'économie russe. Et il ignore ou aide les Européens dans leurs attaques contre la Russie. Il y a même la question des navires civils. Je veux dire, vous êtes un ancien ambassadeur américain et officier de l'armée. Comment comprenez-vous la position des États-Unis dans tout cela? Appelons cela un cirque diplomatique, car cela ne me semble pas très sincère. S'ils voulaient vraiment mettre fin à cette affaire, ils le pourraient. Je comprends qu'ils ne veuillent pas encore relâcher la pression sur la Russie, puisqu'ils peuvent s'en servir comme levier dans les négociations. Mais tout de même, cela fait 1 an que l'administration Trump est en place, et ils mènent toujours cette guerre. Alors, à quoi assistons-nous exactement? Vous savez, pour les historiens du futur, disons dans 150 ou 200 ans, avant qu'ils ne commencent à étudier ces 5 dernières années, ou peut-être même plus loin, s'ils veulent vraiment remonter à l'origine de tout cela, puis les années suivantes pour voir comment les choses évoluent, je leur recommanderais vivement de se plonger dans Monty Python's Flying Circus. Parce que, fondamentalement, c'est comme l'épisode le plus absurde de Monty Python's Flying Circus. Pour ceux qui ne l'ont jamais regardé, peut-être que je me trahis un peu, mais je recommande vivement de regarder quelques rediffusions, puis de regarder les actualités. Tout deviendra beaucoup plus clair. L'absurde de l'absurde, c'est ce que nous offre l'Occident en général. Tu sais, n'importe qui doté d'un minimum de bon sens intellectuel aurait compris que l'un des plus grands objectifs dans tout cela, dès le départ, c'était l'Union européenne. La destruction de l'Union européenne, l'autodestruction délibérée de l'Union européenne. Et c'est exactement ce que nous avons. L'Europe, l'Union européenne, ne va pas négocier. Elle est incapable de négocier. Ce qu'elle va faire, jusqu'à son effondrement, c'est devenir de plus en plus tyrannique. Nous le voyons en ce moment. Elle sanctionne des citoyens européens. Elle sanctionne des citoyens suisses. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité, sur ce qui se passe. Tu sais, l'URSS et son politburo
non élue, autrement dit la commissaire von der Leyen ou la secrétaire d'État von der Leyen là-bas. En réalité, je pense que le Politburo avait un processus électoral plus démocratique que la Commission européenne. Ils ont pris tout ce qu'il y avait de pire dans l'URSS et l'ont appliqué sans rien garder de ce qu'il y avait de bon, comme le souci du peuple, les semaines de travail de 48 heures, les vacances, les soins médicaux. Ils ont simplement abandonné tout ce ballast. Vous savez pourquoi s'en soucier? On va juste garder le bon côté, dit-il ironiquement, en régnant sur tout le monde. Donc je ne pense pas qu'il soit capable de négocier. Les gens autour de von der Leyen ne le sont certainement pas, et je ne crois pas non plus que ceux qui pourraient la remplacer en soient capables. Ce sont des idéologues. Ils se sont complètement vendus, vraiment jusqu'à leur âme, à cette mission, qu'ils s'en rendent compte ou non. Mais c'est exactement ainsi qu'ils se comportent. Et les gens peuvent faire cela très facilement. Ils s'investissent tellement dans quelque chose qu'ils ne peuvent plus prendre le moindre recul, encore moins le 10e pas nécessaire pour voir l'ensemble du tableau. L'Europe a toujours été l'une des principales cibles. C'est comme, vous savez, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. L'objectif britannique n'était pas seulement la destruction des Allemands, c'était la destruction à la fois des Allemands et des Russes. Ils jouent à un jeu plus vaste. Les États-Unis jouent eux aussi à un jeu plus vaste dans cette affaire. Les États-Unis agissent désormais à la fois comme principal contrôleur, comme facilitateur du proxy, et aussi comme prétendu négociateur neutre. Encore une fois, c'est quelque chose tout droit sorti de Monty Python. Je ne pense pas que Monty Python aurait pu inventer quelque chose d'aussi hilarant. Vous regardez ces gens, Trump parle de « nous sommes neutres ». Neutres, vous leur donnez toutes les informations militaires dont ils ont besoin. Vous leur fournissez encore du matériel. Les États-Unis envoient toujours du matériel payé avec de l'argent que l'Europe remboursera peut-être un jour. Donc ils continuent à fournir du matériel. Il y a même des lignes budgétaires directes dans le budget du Pentagone pour l'Ukraine. C'était modeste, bien sûr, comparé aux années précédentes, seulement environ 800 millions de dollars, mais c'est là. Et il y a toujours des budgets supplémentaires. N'oubliez jamais que l'armée américaine et le gouvernement des États-Unis en général fonctionnent largement grâce à des budgets supplémentaires. Donc si le budget principal du département de la guerre s'élève à 900 milliards de dollars, les budgets supplémentaires pourraient facilement atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars de plus, sans difficulté. Et il y aura des voies ad hoc ici et là. Donc vous savez, on a affaire à un camp qui cherche surtout à couvrir ses arrières. Je ne pense pas qu'il renonce à l'ensemble du projet Ukraine, peu importe ce que Trump dit. Je n'y crois pas. Désolé. Peut-être que, vous savez, beaucoup de médias russes n'aiment pas ce que j'ai déjà dit, parce que je suis très critique envers Trump. Et eux tous, pour une raison ou une autre, veulent croire que peut-être cette fois, avec le président américain Trump et une partie de cela. Mesdames et messieurs, ce n'est pas la fin. C'est à tout le moins un regroupement. Le projet Ukraine n'a pas été abandonné. Les États-Unis n'ont pas renoncé à leur volonté d'hégémonie mondiale, quelle que soit leur nouvelle stratégie officielle. Et si l'on regarde cette stratégie, ils évoquent toujours des menaces possibles pour l'Europe et d'autres régions dont ils ne peuvent pas complètement se retirer, car leurs intérêts y restent engagés. Pendant ce temps, ils confirment essentiellement qu'ils vont continuer à exploiter l'hémisphère occidental autant qu'ils le souhaitent, comme ils le font depuis 140 ans. Alors où cela va-t-il mener? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Du côté russe, je pense qu'ils n'ont tout simplement plus aucune envie de participer à cette farce. Cela se réglera sur le champ de bataille. Que va-t-il advenir de l'Union européenne?
Je pense qu'au moins quelques pays vont probablement dire « Merci, nous en avons assez, nous partons ». Seront-ils autorisés à partir comme les Britanniques l'ont été? Je ne sais pas. L'Union européenne était bien plus démocratique au moment de la sortie des Britanniques. Les Hongrois ou les Slovaques pourraient-ils partir? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien à ce stade, car si certains commencent à partir, cela pourrait avoir un effet en cascade sur l'Union européenne dans son ensemble. Et ceux qui détiennent le pouvoir, là-haut à Bruxelles, ne veulent pas le perdre. Et plus ils s'en emparent, plus ils deviennent désespérés. Je veux dire, regardez simplement ce qu'ils font aux citoyens européens. Des sanctions contre leur propre pays. Ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent même pas offrir de cadeaux. Je veux dire, c'est pire que de mettre quelqu'un dans un camp de concentration. Au moins pire que de le mettre en prison. En prison, au moins, on reçoit de la nourriture et de l'eau. Ici, on n'est même pas une entité capable de faire quoi que ce soit. Aucun syndicat n'a jamais rien inventé d'aussi tyrannique. Bon, je ne vais pas parler des années 1920 ou 1930, quand il y avait des goulags, mais je suis sûr que c'est probablement ce qui nous attend. C'est généralement l'étape suivante. Eh bien, on ne peut pas garder ces gens-là s'ils sont effacés. On ne peut pas les garder dans la société parce qu'ils continuent à parler, ils continuent à participer à des podcasts. Pourquoi ne pas simplement les mettre tous au même endroit? Et ensuite, les étapes logiques suivantes s'enchaînent. Nous savons comment cette pièce se déroule. Elle a déjà été jouée plusieurs fois. Et je ne vois pas l'Union européenne freiner de sitôt. Je ne vois pas cette volonté. Eh bien, le fait que les États-Unis jouent sur tous les tableaux est un thème récurrent. En 1941, avant que Harry Truman ne devienne président, il a donné une citation au New York Times où il disait que si les Allemands gagnaient, il fallait aider les Russes. Et si les Russes gagnaient, il fallait aider les Allemands. De cette façon, qu'ils s'entretuent autant que possible. L'idée était que tant que les deux camps s'affaiblissaient, nous gagnions. Et encore une fois, ce n'est pas exactement la même chose aujourd'hui, mais la logique reste la même. Par exemple, on peut détruire Nord Stream, on affaiblit les Européens, et dans leur faiblesse, on les rend plus dépendants des États-Unis, plus obéissants. Je veux dire, regardez où en est l'Union européenne aujourd'hui. Il y a 20 ans, en termes de PIB, il y avait une certaine parité entre les États-Unis et l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Ce qu'il reste d'une Europe en voie de désindustrialisation est désormais attiré vers les États-Unis grâce à toutes ces subventions. Et c'est assez remarquable. Les Européens ont le privilège d'acheter des armes américaines pour mener la guerre que les Américains ont été les premiers à encourager. Et tout ce que les Américains veulent en retour, c'est que les Européens achètent de l'énergie américaine, bien plus chère. Et l'argent qui reste doit être investi aux États-Unis, conformément à un accord que l'UAM a dû signer avec Trump sur son terrain de golf, étant donné qu'elle n'avait aucun levier. Donc encore une fois, on est loin d'une théorie du complot quand Trump lui-même déclare que l'UMR est pire que la Chine. Et il ne déteste apparemment rien autant que la Chine. Donc cela concernerait les Européens. C'est assez remarquable. Mais cela soulève une question. Comment interpréter la position européenne? Car c'est quelque chose de très étrange pour moi. Les Européens, encore une fois, étaient ceux qui auparavant avaient résisté à la pression américaine, menant à ce désastre en 2008, lorsqu'ils avaient averti Bush de ne pas proposer l'adhésion de l'Ukraine. Tout d'abord, seulement environ 20% des Ukrainiens la souhaitaient, et cela allait mener à la guerre. Angela Merkel avait dit que Moscou interpréterait cela comme une déclaration de guerre. Et ce qui devait arriver arriva. Tout nous a explosé au visage. Nous avons une guerre.
Nous sommes en train de perdre cette guerre. Les États-Unis voient ce qui est écrit sur le mur, alors ils se retirent. Pas complètement, évidemment, mais ils transfèrent la responsabilité aux Européens et essayent d'en tirer un profit en l'externalisant. Et il n'y a aucun ajustement de cap. C'est assez choquant. J'ai toujours l'impression que je devrais trouver des excuses pour l'Union européenne. Mais après ce qu'ils ont fait au colonel Jacques Beau de l'armée suisse, si vous lisez ses livres ou regardez ses entretiens, il ne s'appuie que sur des sources occidentales pour fournir la meilleure analyse, ce qui était son travail en tant que colonel. Il faisait l'analyse du renseignement et, en interprétant la réalité telle qu'elle est, préconisait les meilleures politiques. Ses évaluations se sont révélées exactes. Personne ne peut le prendre en défaut sur les faits ou sur ses analyses. Et les politiques qu'il recommandait nous auraient tenus à l'écart de cette guerre. Cela aurait sauvé l'Europe. Cela aurait sauvé l'Ukraine. Mais ce n'est pas ce que les Européens ont fait. Pourtant, ils l'ont sanctionné. Il ne peut plus voyager. Ils ont saisi ses comptes bancaires. Un colonel qui travaillait autrefois avec l'OTAN. Quoi? C'est juste, c'est tellement sombre. Je veux dire, je suis un peu... Pour moi, c'est un grand clou dans le cercueil de l'UEMOM. Et ils se sont infligés cela eux-mêmes. C'est choquant. Mais bref, ma question est, comment comprendre cela? Parce que si vous perdez une guerre, l'accord sera pire demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Pourquoi voudriez-vous encore la prolonger? C'est difficile à comprendre, je pense. Eh bien, cela dépend de quels Européens vous parlez. Si vous prenez les quelques 160 millions de Russes et de Biélorusses, eh bien, les Biélorusses sont encore dans une sorte de position neutre, pseudo-neutre. Les 150 millions de Russes, pour la plupart européens, regardent la situation et disent « Nous réglerons cela sur le champ de bataille ». Je pense que les 18 ou 19 millions d'Ukrainiens sont partagés entre ceux qui sont déterminés à se battre jusqu'au bout et ceux qui veulent simplement que tout cela se termine d'une manière ou d'une autre. Quant au reste des Ukrainiens à l'extérieur de l'Ukraine, car l'Ukraine elle-même, vous savez, c'est une société à 3 niveaux, une guerre à 3 niveaux. Vous avez la petite classe moyenne et les pauvres. Ce sont eux qui se battent et meurent parce qu'ils ne peuvent pas se payer une porte de sortie. La classe moyenne, elle, a acheté sa sortie, est devenue réfugiée, et ce sont maintenant les super patriotes qui veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien, parce que ce n'est pas eux. Et puis, les riches font simplement la fête où ils veulent. Ils s'en moquent complètement. Vous savez, pour eux, tout cela est une bonne fête. Ils ont volé tellement d'argent qu'ils sont heureux de le dépenser dans la pauvre Europe centrale et orientale, ou centrale et occidentale, dans les stations balnéaires, achetant des babioles, achetant des services. Et toi, viens ici, serviteur français. Apporte-moi ma boisson, parce que je suis le riche Ukrainien. C'est donc une société très différente, une société très hiérarchisée. Quant au contingent austro-hongrois, eh bien, les Autrichiens sont encore favorables à la guerre pour l'instant, mais le Parti conservateur a remporté la majorité et je pense qu'il obtiendra la super-majorité aux prochaines élections. Ils partiront donc et ils suivront les Tchèques, les Hongrois et les Slovaques en disant au revoir. Nous ne combattrons pas cette guerre, quoi qu'il arrive. Ce sera aussi un coup dur pour l'OTAN, si on y réfléchit. Ces armées ne se battront pas. Oh, et l'Autriche est de toute façon neutre. Eh bien, pas l'OTAN. Je veux dire pour l'OTAN elle-même. Les Turcs ne vont pas se battre. Je ne les appelle pas des Européens, mais ils ne vont pas se battre. Les Grecs auront une révolution. Les Bulgares auront une révolution. Les Roumains pourraient avoir une révolution, car ils ne voulaient vraiment rien de tout cela. Et leurs élections ont été ouvertement volées, comme nous l'avons vu. Les Italiens commencent à prendre leur distance. Je pense qu'ils ont compris qu'ils se tiennent au bord du précipice, les orteils déjà suspendus dans le vide,
et qu'il suffirait d'une bonne rafale de vent pour les faire reculer. Mais l'Italie a rarement terminé une guerre du même côté qu'elle l'avait commencée. En fait, jamais. Donc voilà. En fait, quand j'étais en Bosnie cette année-là, les Italiens ont été les premiers à avoir des écussons Valkyrie. Et la blague, désolé, je risque d'énerver certains Italiens qui me connaissent, c'était que la raison de ces écussons, c'est qu'à chaque guerre mondiale, l'Italie a fini du côté opposé à celui où elle avait commencé. Comme ça, ils pouvaient changer d'écusson rapidement. Vous savez, on est de quel côté aujourd'hui? Ah, d'accord, nouvel écusson. Et on avançait. Et puis, quand on en vient aux autres, eh bien, l'Allemagne est une bonne question. Parce que même si tout le monde se concentre sur l'Alternative für Deutschland à 27% et probablement plus, il y a un revers à cela. Le reste, donc environ 70%, donne ses voix à d'autres partis, mais ils votent quand même pour la guerre. La majorité de la population veut encore la guerre, qu'elle en ait pleinement conscience ou non. C'est une autre question. Mais ils votent pour la guerre. Et le problème, maintenant on en arrive au problème des Scandinaves, des Prébaltes, des Polonais et des Européens du Nord, ainsi que de la direction qui dirige le Politburo de l'USSR à Bruxelles, c'est que la dernière chose qu'ils puissent accepter, c'est une véritable paix en Ukraine. Parce que s'il y a une paix réelle, si les frontières sont fixées et que le conflit prend fin, que leur reste-t-il pour unifier l'Union européenne en faillite, corrompue, socialement dégénérée, à l'infrastructure en ruine et économiquement détruite? Sans la peur du rouge, ou si l'on préfère, la peur des Russes, que reste-t-il? Très bien. Donc, les Russes viennent de conclure un traité de paix. Tout le monde recule. Ils ont une frontière dure. La guerre est terminée. Les Russes arrivent. Les Russes arrivent. Eh bien, ça ne marche plus. Oh, pourquoi avons-nous ruiné votre économie? Pourquoi vos enfants ont-ils faim dès la 3e semaine? D'ailleurs, c'est la situation de l'Italien moyen aujourd'hui. J'ai plusieurs amis en Italie, des gens du milieu politique avec qui j'ai parlé, et ils me disent que l'Italien moyen doit choisir, à la 3e semaine du mois, entre chauffer son logement ou nourrir sa famille, et la situation ne fait qu'empirer. Essayez donc d'expliquer ça. Meloni, d'ailleurs, qui était la première à applaudir l'OTAN après son élection, doit maintenant expliquer pourquoi nous avons donné tant de matériel et peut-être perdu pas mal d'Italiens. Les Français ont certainement été tués, les Polonais aussi, et les Allemands, tant qu'à faire. Et ruiner leur économie. Voyons voir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire d'autre? Nous avons tout misé sur le rouge 5, donc même si c'était le rouge 6, c'était pas un gain et nous n'avons pas eu le rouge 5. En fait, la roulette a tout simplement disparu, la bille est partie on ne sait où, et nos mises sur le rouge 5 ont été perdues. Donc nous sommes tous en faillite maintenant. Merci bien. Nous allons partir pour l'Amérique. Et je suis sûr que bon nombre de ces dirigeants partiront probablement pour l'Amérique, le Canada ou ailleurs, pour fuir avec leur argent. Je ne vois pas comment l'Union européenne peut s'en sortir vivante, du moins pas sous sa forme actuelle, à moins qu'elle ne bascule dans une tyrannie de type Troisième Reich. Je veux dire, des camps de concentration, des goulags ou des camps de guerre. Je parle de véritables camps de concentration, de répression totale, de tout à fond. C'est le dernier sursaut désespéré pour garder le pouvoir. Et plus le gouvernement est faible, ou plus il se sent faible, plus ses mesures deviennent dures envers sa propre population, car il doit écraser tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la dissidence. Et c'est exactement ce que nous voyons dans l'Union européenne. Le moteur s'emballe, ils deviennent chaque jour un peu plus désespérés. Et tu as raison à propos du colonel. Il y avait un journaliste turc, je ne me souviens plus de son nom, en Allemagne. C'est un parfait exemple. Il est d'origine turque, né en Allemagne, et il est sanctionné. Cet homme a pratiquement été effacé. Et il n'est pas le seul.
D'ailleurs, il y avait aussi une journaliste suédoise, elle aussi a été sanctionnée. Elle est en Afrique. Elle ne peut pas prendre l'avion pour la Suisse, car elle doit survoler le territoire de l'Union européenne. Donc maintenant, elle ne peut plus rentrer chez elle. Ce que nous voyons en ce moment, c'est que cela commence au plus haut niveau. Ils s'en prennent aux dissidents, aux plus grands dissidents, mais ça va descendre de plus en plus bas comme on le voit déjà en Angleterre. Mais l'Angleterre a plusieurs années d'avance sur l'Union européenne. L'Angleterre est en pleine tyrannie. Quoi que vous disiez, regardez George Galloway, bon sang. Cet homme a été membre du Parlement pendant 30 ans. Il dirige un parti politique reconnu et enregistré, et lui et sa femme sont arrivés et ont été détenus, ce qui est pire qu'être arrêté, car si vous êtes arrêté, au moins vous avez droit à un avocat. Ici, vous êtes détenu. Vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez rien. Vous êtes à la merci de l'État, car vous n'êtes pas arrêté. Vous êtes détenu. En détention, on peut faire tout ce qu'on veut, en gros. Vous n'avez aucun droit. Et le Royaume-Uni est en pleine tyrannie, mais je ne pense pas que cela va se propager au reste de l'Union européenne. Je ne pense pas qu'ils aient une porte de sortie, car toute porte de sortie signifierait une perte de pouvoir et probablement la disparition de l'ULUOBEMER, du moins telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il faudra la réformer. Je ne pense pas que ces gens soient prêts à lâcher prise, surtout l'argent qu'ils gagnent. Je veux dire, ils gagnent tous de l'argent. N'oublions pas cela. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont le prestige dans leur cercle. C'est très difficile à abandonner. Je pense qu'il est important de reconnaître que ce n'est pas un point final, comme tu l'as suggéré. Si tu te souviens, quand ils ont commencé cette politique de déréférencement et de censure, c'était une question très controversée. D'abord, ils ont visé Alex Jones parce qu'il avait tenu des propos révoltants et tout le monde a un peu dit « Oui, là, ça va trop loin, retirons-lui sa plateforme ». C'est un mot plus doux que censure. Bien sûr, on pensait alors que ce serait un cas isolé. Mais au contraire, cela a ouvert la porte et maintenant c'est devenu courant. Des gens disparaissent de Twitter, disparaissent de YouTube ou d'autres plateformes et il n'y a aucun recours. On ne peut rien faire. C'est devenu la nouvelle norme. Les gens sont déréférencés. Je pense que cela nous empêche aussi de vraiment résoudre le problème. C'est incroyable d'en être arrivé là. Si tu te souviens des années 1990, c'était un débat fréquent, surtout aux États-Unis, mais beaucoup d'Européens s'en inquiétaient aussi. Autrement dit, si nous insistons pour développer une Europe sans les Russes, en refusant de construire une architecture de sécurité européenne mutuellement acceptable après la guerre froide, nous finirons par entrer dans un nouveau conflit. Comme l'a dit George Kennan, si nous élargissons l'OTAN, à un moment donné, les Russes riposteront et réagiront. Et une fois qu'ils le feront, nous aurons toutes ces personnes de notre côté qui diront « Oh, c'est simplement comme ça que sont les Russes ». Vous savez, c'est assez juste. C'était en 1998. Et bien sûr, les États de première ligne, une fois la logique de la guerre froide ravivée, en souffriraient énormément. Puis l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Il est important de le reconnaître, de rétablir la diplomatie. Mais il est impossible de défendre cet argument en Europe, à moins de vouloir être diffamé, censuré, annulé. Et maintenant, bien sûr, aussi sanctionné. Je veux dire, mais oui, ce qui est arrivé au colonel Wu est incroyable. Cela va être encore une fois une nouvelle étape vers l'irrélevance de l'Union européenne. Bref, sur cette note, pas très joyeuse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes très occupés avec les fêtes avant le Nouvel An et Noël orthodoxe. Alors merci. Eh bien, merci. Et j'espère, vous savez, j'espère vraiment que les moutons apporteront un peu de bon sens. Quel est l'animal chinois cette fois-ci? Le cheval.
J'espère que l'année du cheval ou de l'étalon, peu importe, apportera beaucoup plus de raisons à l'Europe que ce que nous avons connu ces 3 ou 4 dernières années. Donc, nous verrons bien. Mais vous savez, espérons le meilleur et préparons-nous au pire. Hope for the best, prepare for the worst.